Yaorana Kaohanui et bienvenue dans Manava, votre émission Info Service. Maladie neurologique qui touche 1356 personnes en Polynésie française. L'épilepsie reste pour beaucoup mystérieuse. Alors aujourd'hui, entre diagnostic, traitement, gestion du quotidien, sensibilisation, nous allons tenter de mieux comprendre cette maladie. Avec Nohaura Rurua, présidente de la délégation polynésienne de l'association Épilepsie France, Yorana. Yorana. Toté Charles Bert, neurologue du CHPF, qui nous éclairera sur les aspects médicaux de la maladie. Yarana. Et enfin, Hensi Hawatei, qui est patiente, qui témoignera de son quotidien et des défis qu'elle doit relever, Yarana. Yorana. Déjà, Toté, quand on parle d'épilepsie, il faudrait que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Donc, on parle de quoi? C'est une maladie qui fait quoi? C'est une maladie neurologique qui provoque des crises d'épilepsie. Crises d'épilepsie qui sont très différentes les unes des autres, mais on peut les schématiser en disant que ça provoque des pertes de connaissance, des mouvements anormaux qu'on appelle des convulsions, mais ça peut aussi provoquer des absences ou des symptômes neurologiques parfois beaucoup plus étonnants. C'est quoi les causes principales de l'épilepsie? Alors il faut comprendre que toute agression du cerveau peut provoquer de l'épilepsie. Que ce soit une infection, un AVC, un traumatisme, un choc brutal. Ça, c'est, on va dire, les causes les plus faciles à comprendre. Après, il y a des causes génétiques. On peut très bien n'avoir jamais eu aucune agression de son cerveau et développer une épilepsie. Et puis après, il y a des causes plus compliquées, des causes métaboliques, certains médicaments aussi, le développement d'une tumeur dans le cerveau, évidemment. Nohaura, est-ce que cette maladie est considérée comme un handicap? C'est un handicap. Hein? Moi, j'ai eu à 39 ans, donc ça a chamboulé ma vie. Donc, il y a des choses que je ne fais plus déjà. Par exemple, moi, j'aimais bien aller en randonnée, aller en vallée. J'ai essayé d'en refaire. Je ne peux plus parce que j'ai peur de tomber par terre, peur de me perdre avec les troubles de mémoire. C'est handicap aussi au niveau du travail parce que tu ne sais plus où tu déposes des choses, tu as perdu. Il y en a qui ne peuvent plus conduire, il y en a qui ne peuvent plus porter peut-être des bébés, il y en a qui ne peuvent plus être serveurs, il y en a qui ne peuvent plus aller, je ne sais pas moi, canyoning. C'est vraiment un handicap. Il y en a qui ne peuvent plus aller en bus. Tout simplement, il y en a qui ne peuvent plus aller au magasin. Donc, on se rend bien compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut plus faire si on est atteint de cette maladie, donc de l'épilepsie. Hensi, est-ce que tu peux nous raconter, toi, ton vécu? Parce que tu l'as découvert quand tu avais 17 ans. Oui, effectivement, à l'âge de 17 ans. C'est plutôt mes parents qui ont vécu. Moi, j'étais malade, donc je ne pouvais pas savoir. Et mes parents ont beaucoup eu de difficultés. Parce qu'ils pensaient à cette époque-là que j'étais possédée. Ah oui, donc ça part vraiment loin. Oui. Et comment est-ce qu'ils ont réagi finalement? Ils m'ont fait envoyer voir deux Tahoua sur Tahiti. Et finalement, ils n'avaient pas aussi de choses à faire, ils ne savaient pas quoi faire. Mais à l'âge de mes 18 ans, où j'étais majeure, je me suis pris même moi-même. J'étais voir les docteurs et tout ça. De ton côté, comment tu as réagi, toi, Nohaura, quand tu as vécu l'annonce du diagnostic? Comment est-ce qu'on réagit quand on se rend compte, voilà, monsieur, madame, vous êtes épileptique? En fait, moi, je dis, mais c'est quoi ce truc-là? Moi, je voyais la personne, comme me dit Hopi, c'est quelqu'un qui tombe par terre, qui tremble comme ça. Et moi, c'est la mort parce que je ne sais pas ce que c'est. Et j'en voulais à Dieu. Hein. Moi, je dis, mais Dieu, pourquoi tu me fais ça? Parce que je suis croyante. Va chercher les autres, ceux qui ne font pas attention à eux. Moi, j'en voulais. Quand j'étais toute seule, je criais. Hein. Ah, moi, va chercher les autres. J'en voulais. Et comme il y a le monde médical là, qui explique c'est quoi, hein. Mais il me restait quelque chose. Il me manquait du réconfort en moi. Et ça, je cherchais une association ici. Je suis habituée d'être dans des associations d'aide et tout. Et je cherchais, je dis, mais il n'y a pas d'association ici en Polynésie. Il y a diabète, cancer, alcoolique anonyme et tout. Mais il n'y a pas. Qu'est-ce que je fais? Mes parents, bien sûr, étaient là, mais je n'étais pas bien.
Vous voyez, quand vous annoncez ça, la mort, hein? Moi, je pensais aux tumeurs au cerveau, parce que j'ai une tante qui est morte de tumeur au cerveau. Il y a le cancer chez moi. Moi, c'est Alzheimer. Tout ce qui concerne le cerveau, c'est fou. Hein? Et donc, heureusement, j'ai vu passer, un jour, j'étais à la maison sur France 5. J'ai vu passer les membres de l'association Épilepsie France. Vous vous rendez compte? C'était la France. Et je les ai contactés. Et c'est là que j'ai eu le réconfort, en fait. Ils m'ont beaucoup aidé psychologiquement. Hein, et ils m'ont informé de la maladie. En fait, c'est ça. C'est l'information. Aller chercher la bonne information. Et surtout le réconfort, parce que dedans, il y a beaucoup de parents, de personnes épileptiques. Il y a beaucoup d'échanges. Ce sont ces échanges-là qui m'ont beaucoup aidé. Toté, on vient de l'entendre, que ce soit possédé, que ce soit la mort, ce sont des réactions que tu vois au quotidien quand il y a des diagnostics justement autour de l'épilepsie? Oui, bien sûr, hein, c'est toutes sortes de réactions. C'est une maladie qui fait vraiment peur, d'autant plus qu'elle est très mal connue. Oui, comme je disais au début, hein, mystérieuse finalement. Mystérieuse parce qu'elle elle provoque ces crises qui sont très impressionnantes pour l'entourage, parfois presque plus pour l'entourage, puisque comme le disait Hansi, le patient lui-même n'a pas souvenir de cette crise et l'entourage très souvent a l'impression que la personne va décéder. Et donc après, derrière, en consultation d'annonce, on essaye de justement sortir des clichés, des idées reçues que les patients ont entendues. On essaye aussi d'expliquer que l'épilepsie de la parente ou de la grande-tante n'est pas forcément la même que l'épilepsie du patient, qu'il y a différentes formes d'épilepsie. Et on essaye aussi de commencer à aborder les questions de la suite, du handicap, qui va aussi varier d'une personne à l'autre, du traitement, mais on va revenir là-dessus. Alors tu as parlé de l'épilepsie de la grande-tante ou de la grand-mère par exemple. C'est quelque chose qui a un rapport génétique aussi? Il peut y avoir des épilepsies génétiques, oui, elles sont assez fréquentes. Elles sont pas d'ailleurs toutes héréditaires, c'est ça qui est assez difficile à comprendre parfois. Il y a des épilepsies qui sont d'origine génétique mais qui vont pas être forcément transmises aux enfants. Mais elles ne sont pas majoritaires, ces épilepsies-là. Et comment est-ce qu'on fait pour diagnostiquer une crise d'épilepsie? Alors, quand il y a une crise d'épilepsie, bon, c'est un petit peu évident, mais finalement, tant qu'il n'y a pas de crise, comment est-ce qu'on fait pour le diagnostiquer? Alors déjà, c'est pas toujours évident, même quand il y a une crise, parce qu'il y a d'autres maladies, comme les syncopes convulsivantes, qui peuvent être des malaises d'origine cardiaque, mais où il peut y avoir une perte de connaissance et des convulsions. Il y a aussi des maladies psychologiques, psychiatriques, où il peut y avoir des pertes de connaissance et des mouvements désordonnés. Donc parfois, c'est très compliqué de savoir si c'est vraiment une crise d'épilepsie. D'accord. Donc pour répondre à ta question, on va s'aider d'une véritable enquête parfois auprès des proches, en téléphonant aux témoins de la scène. Et puis ensuite, on utilise des examens médicaux comme l'électroencéphalogramme et l'IRM, le scanner, la prise de sang au moment des urgences. Alors pour résumer rapidement, effectivement, comme c'est une maladie neurologique, donc ça se passe ici, ce n'est pas avec une prise de sang qu'on va pouvoir savoir, tiens, tu es épileptique ou pas. Non. Mais par contre, la prise de sang au moment du passage aux urgences nous donne des informations sur, par exemple, est-ce qu'il y a vraiment eu un effort musculaire très important qui peut se voir dans la prise de sang? Est-ce qu'il justement il y a des déclencheurs? Parce qu'on vient de parler de crise d'épilepsie, on en a parlé aussi avec nos deux témoins ici présents. Mais concrètement, c'est quoi les déclencheurs? Moi, j'ai entendu parler de lumière. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il ne faut pas que certains épileptiques aillent au manège, par exemple. Alors oui, il y a des déclencheurs ou des facilitateurs de la crise. Alors, l'exemple le plus connu, effectivement, c'est la lumière, mais ça ne concerne finalement qu'une petite partie des patients qui ont une certaine forme d'épilepsie. Et dans les patients avec cette forme d'épilepsie généralisée, il va y avoir des patients photosensibles et d'autres pas. Donc finalement, ça concerne très peu de patients. Et on peut déterminer s'ils sont sensibles à la lumière en faisant le test avec un stroboscope pendant l'électroencéphalogramme, avec différentes fréquences pour caractériser leur photosensibilité. Donc finalement, ce facteur déclenchant-là n'est pas très problématique. Par contre, ce qui est plus habituel, c'est le manque de sommeil. Un patient épileptique qui n'a jamais fait de crise va souvent faire sa première crise parce qu'il lui manque du sommeil. Parce que voilà, c'est l'âge de début de la vie adulte, il fait sa première bringue, et il va associer les facteurs déclenchants, manque de sommeil, prise d'alcool, éventuellement consommation d'autres toxiques,
qui vont en fait déclencher effectivement son épilepsie, mais pas être responsable de son épilepsie. Et c'est ça qui est compliqué à expliquer aussi aux patients. Forcément, quand l'épilepsie vous tombe dessus, vous essayez de trouver une raison. Alors qu'en fait, on essaie d'expliquer que souvent l'épilepsie est déjà là depuis très longtemps et qu'elle s'est révélée à ce moment-là. Elle s'est déclenchée à ce moment-là. Elle s'est révélée. Je vois qu'en face de toi, Nohaoura, tu réagis puisque c'est comme ça un petit peu que tu as pu le déceler de ton côté? Ou c'est des choses que tu vois souvent avec d'autres patients? Non, en fait, je me suis examinée. J'étais mon propre médecin. En fait, on essaie de comprendre son épilepsie. Bien sûr. En fait, donc, comprendre les déclencheurs. Les déclencheurs, hein, voilà. Et donc, moi, je sais que c'est vrai que si je dors pas bien, si je fais 2-3 nuits blanches, je sais que, parce que c'est une bombe à retardement, en fait. Donc, je sais que si je dors pas bien, manque de sommeil, je sais que 2-3 nuits après, je vais peut-être faire une crise. Voilà. Je sais que si je sens des odeurs, des huiles essentielles, je sais que 2-3 jours après, peut-être je vais faire une crise. Tu vois? Donc, maintenant, je sais. Si je balbutie, je suis fatiguée. Donc, en fait, ça te permet de savoir voilà. et de Mais t'adapter. ça, c'est en m'analysant. Parce que c'est depuis mes 39 ans. Donc, ça fait longtemps maintenant. Mais au début, je ne savais pas, moi, tout ça. Maintenant, je sais. Avant, je partais en voyage. Je prenais mon traitement les mêmes heures d'ici. Une semaine après, paf, crise. Mais c'est après que je me suis dit, mais je suis bête, il faut que je prenne les heures d'ici. Ouais, tu vois, décalage horaire. Je dis, t'es... tu vois, et après, je dis à mon neurologue, ben oui, mais tu ne m'as pas aidé. Ainsi, dans la même idée, tu as aussi, toi, tu t'es adapté en fonction de certains déclencheurs de ton épilepsie? Non, moi, je ne me suis pas adaptée. C'est simplement moi, je suis, je suis stabilisée. D'accord. J'ai des médicaments à prendre. Et si dans 2-3 jours, je ne prends pas mes médicaments, ben, c'est sûr et certain que j'ai une crise. Ah, mais ça veut dire qu'il y a un traitement, mais ça doit être lourd de le prendre au quotidien, non? Non. C'est une habitude. Oui, c'est une habitude. Il faut prendre l'habitude, mais il y a des moments où on oublie. Ça veut dire, Toté, qu'il y a des médicaments, et je suppose adaptés en fonction de l'épilepsie de chacun? Tout à fait. Et c'est important de préciser effectivement que ces médicaments ne guérissent pas la maladie. J'allais te poser justement la question, Voilà. est-ce qu'on en guérit? Parce que, alors, il y a des formes d'épilepsie qui se développent dans l'enfance qui vont guérir toutes seules, en fait, avec l'âge. Et il y a quelques formes d'épilepsie qu'on peut opérer en métropole et qui peuvent parfois permettre une guérison définitive ou transitoire. Mais la majorité des épilepsies ne se guérissent pas, elles se traitent. Donc on donne des médicaments pour supprimer les crises. Si on arrête les médicaments, les crises reviennent. Je vois qu'en face, Nohaoura, tu veux réagir à ce terme, guérir de l'épilepsie? En fait, c'est vrai que déjà, moi, je mets une alarme en fait, pour ne pas oublier mon traitement. Donc, ça sonne à... Donc, si vous voulez savoir, ça sonne à 6 h du matin, ça sonne à 18 h. Voilà, ça sonne. Je sais que je ne vais pas oublier, mais on sait jamais. Hein? Donc, mais il faut savoir qu'on n'a pas le même traitement, que des fois, moi, ça me perturbe aussi parce que on peut changer de traitement aussi. Des fois, peut-être dans 2 ans, ma vie va changer. Mon quotidien va changer, en fait, et ça va plus être adapté. Et donc, du coup, parce qu'il y a 3 ans, j'ai changé mon traitement. Parce que grâce aux échanges qu'il y a dans notre groupe Facebook épilepsie en France, j'ai vu que l'ancien traitement que j'avais, ben oui, en fait, je pleurais comme ça. Je grossissais. Je disais à mon neurologue, j'ai fait, je pleure comme ça, comment ça se fait? Je conduis et après, je vois noir, je dis, c'est pas normal. Il me dit, non, c'est normal, c'est pas l'heure à où. Je fais, ah bon? Et quand j'ai lu les témoignages, il y avait des personnes qui prenaient le même traitement que moi. C'est pareil. Non, attendez, tu changes, c'est à cause de mon traitement. Il n'a pas voulu changer parce que ça a stabilisé quand même mes crises. C'était seulement quand j'étais fatiguée, c'est là que j'ai mes crises. Ben, en fait, heureusement que j'ai changé. Mon EEG, avant, était en dents de scie. Alors, c'est quoi un EEG? Excuse-moi, je ne connais pas du tout. L'électroencéphalogramme, on met les machins là et on sur la tête. regarde, voilà. Okay. Et donc,
Mon EEG avant, il était en dents de scie. Et avec celui-là que j'ai demandé, comme ça, net, tu vois. Donc ça va mieux. Ah oui, ça va mieux. C'est sûr qu'il faut que je dorme, il faut que je continue une bonne hygiène de vie. Mais mon EEG, il est clean. Alors du coup, t'as vu, Tante, heureusement, j'ai insisté. Ah ouais, ça va. Ce qui est intéressant dans ton témoignage, c'est que tu nous dis que, par exemple, tu es en train de conduire et à un moment donné, d'un coup, tu pleures. Ça veut dire qu'il faut s'adapter à sa maladie, c'est-à-dire que, ben voilà, tu disais tout à l'heure, on peut plus conduire, on peut plus faire de la randonnée. Dans certains cas, on peut plus faire certaines activités sportives. Comment est-ce qu'on s'adapte finalement? Ben déjà, il faut comprendre son corps, il faut s'écouter, il faut beaucoup s'écouter. Moi, je m'écoute beaucoup, hein. Je me regarde, je suis là, mais dès qu'il y a quelque chose qui change en moi, je ressens quelque chose, moi je vais chez mon tanté, hein, dire faut peut-être les filles de me voir, mais je sais pas. Moi quand je ressens un truc nouveau sur moi, je vais voir mon tanté, je dis tanté, je ressens ça, et voilà, hein, moi je sais pas ce que tanté en pense, Justement, mais c'est très important. Hein. On va voir son avis. Ne t'inquiète pas, Hansi, on va se tourner vers toi juste après. Toi, une réaction de ce que vient de dire Nohaoura? Évidemment, elle aborde un point très important qui est la différence d'un patient à l'autre. Donc, on est confronté à ça en permanence. Tel traitement fonctionne très bien chez la majorité des patients, mais pour un autre patient, il faut tenir compte des effets secondaires que le patient nous décrit et essayer de trouver une meilleure thérapeutique plus adaptée. Et en fait, je dis souvent aux patients, il ne faut pas que le traitement soit pire que le mal. C'est une maladie qui est caractérisée par le fait que, en dehors des crises, on peut être relativement bien. Donc, si le traitement a trop d'effets secondaires, les patients vont arrêter de le prendre, en fait, tout simplement. Et c'est là où on va être confronté à des crises qui reviennent. Donc, on essaye en permanence de demander aux patients comment ils se sentent avec ce traitement. Est-ce qu'ils prennent du poids? Est-ce que leur équilibre psychologique est bien? Est-ce qu'ils ont des vertiges, etc. Justement, on va voir notre deuxième témoin, Hansi. Donc toi, tu l'as découvert à 17 ans. Comment est-ce que tu as réagi à ce moment-là? Est-ce que tu as dû t'adapter vis-à-vis de ta scolarité pour éviter d'avoir des crises en plein milieu d'un cours, par exemple? Moi, c'est difficile à te décrire? répondre maintenant. Hein. Ça remonte. Mais sinon, moi, je vis au jour. Je suis un médecin. Je suis mon médecin. Et ce qu'il me dit, je l'écoute et c'est tout. Et aujourd'hui, pour l'activité professionnelle, il faut s'adapter aussi à sa maladie? Oui, il faut s'adapter à sa maladie et c'est dur aussi pour nous, en tant qu'épileptiques, pour trouver du travail aussi parce qu'on a peur aussi qu'on trouve un travail et après on pense à notre maladie aussi. Et c'est ça, moi, c'est ça qui me fait peur. J'ai vu des témoignages, justement, si on reste sur le travail, de certaines personnes qui ont voulu travailler à un endroit, qui ont déposé leur CV, mais parce qu'il a écrit « Je suis épileptique », ils n'ont pas été pris. Ce sont des cas que tu as déjà entendus ou que tu as même peut-être vécu? Moi, j'ai vécu il y a longtemps, au tout début, à mes 20 ans, où j'allais travailler. À un moment donné, j'ai eu ma crise au travail. Je me suis retrouvée à Réatia. Je suis revenue pour reprendre mon travail comme d'habitude. On m'a plus pris. Et c'était pas grave. Je vais chercher encore un autre. Donc toi, oui, moi c'est ce que je fais. On ne me prend pas, encore d'autres. De perdu 10 de retrouvé, comme on dit. Tu es resté dans le positif, oui, alors? toujours. Et jusqu'à maintenant. Tanté? Oui, je voulais réagir à ça parce que je pense que c'est important que nos auditeurs comprennent que les consultations, le suivi d'un patient épileptique, on aborde aussi ces questions-là. C'est-à-dire qu'en tant que neurologue qui suit un patient épileptique, on va discuter avec lui de tel travail ne paraît pas adapté par rapport aux crises que tu fais. La conduite automobile n'est pas toujours interdite pour un patient épileptique, il faut le savoir. En fonction du type de crise qu'on fait, en fonction de la stabilisation de la maladie, on peut conduire. Mais ça passe par, évidemment, l'avis de son neurologue et normalement aussi un médecin agréé qui donne une autorisation pour conduire. Nohaoura, on parle d'activité professionnelle et en termes d'activité sportive. Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire? Tu nous as parlé de randonnée tout à l'heure, mais je suis en train de m'imaginer, puisque j'aime bien aller nager, je m'imagine dans le lagon et puis je suis épileptique et je fais une crise dans le lagon. Ça peut être... Vaut mieux ne pas faire, hein, parce que voilà, tu te mets en danger, mais tu mets la vie des autres en danger aussi. Hein. Dans quel sens?
Ben, ils vont, soit si tu es à côté, peut-être tu vas la gripper ou Mhm. c'est l'autre qui va t'attraper, et donc c'est pas bon. Moi, je faisais du handball avant. J'ai essayé de reprendre à une époque, mais il faisait chaud. Comme j'ai bien poussé et tout, après le match, ben, pendant la séance de récupération, j'ai fait une crise. Moi, j'ai la chance, je sens mes crises arriver. Mais je disais à ma copine, je vais avoir une crise. Je me suis allongée, j'étais toute bleue. Voilà. Bon, après, je reviens à moi, hein, mais bon, j'ai pu continuer. J'ai essayé de reprendre là, me connaissant, ben, Touré, et je sais plus, mon médecin m'a dit, non, tu dois plus faire. Ben oui, mais ça me manque, les copines, les machins, machin. Tu peux plus, tu vas juste marcher comme ça. Et Encore une fois, s'adapter à sa situation. On le comprend bien qu'il y a certains sports qu'on ne peut plus faire. Ainsi, encore une fois, dans la même idée, il y a des activités sportives ou des activités que tu fais avec des amis, comme par exemple sortir ou faire la brinque, que tu ne peux plus faire ou différemment. Moi, avant, je faisais de la rame. Mhm. Vous connaissez Bora Bora? Mhm. C'est la rame. Le juillet, c'est la danse. Ben, au tout début, je faisais tout ça. Après ma maladie, j'osais plus pratiquer cette activité sportive. Même si aujourd'hui tu es stabilisé, peut-être que tu aimerais oser, je sais pas. Non, même pas. J'ose pas. même pas. C'est pareil pour le travail aussi. Oui, Nora? parce que moi, je fais pas tout le temps des crises, hein, mais je sais que quand je suis fatiguée, j'ai mes signes, je balbutie, j'ai les yeux qui grattent et tout. Donc, à mon travail, je dis, hein, je peux plus là, il faut que je rentre, il faut que j'aille dormir. Donc, ils comprennent, hein, parce qu'ils savent. Donc, je lâche tout, il faut savoir, je lâche. On est Je vraiment vais- sur s'adapter finalement à Ouais. la maladie. Mais Toi, là, il faut que ton entourage le sache aussi, comprenne, et ça, c'est pas évident. je vois que toi, Charles, tu Oui, veux je voulais réagir. juste insister effectivement sur les deux situations qui sont vraiment dangereuses pour un patient épileptique, surtout s'il n'est pas stabilisé. C'est encore une fois la conduite automobile Mhm. et la mer. Mm. Ici particulièrement à Tahiti et en Polynésie en général, on est beaucoup en mer, que ce soit pour la pêche, pour les activités nautiques, les activités professionnelles. Et malheureusement, lorsqu'on fait une crise d'épilepsie avec des convulsions et une perte de connaissance, la noyade est un risque très, très Fréquent. important. Mm. Depuis tout à l'heure, on parle finalement de l'épilepsie, comment réagir soi-même, comment est-ce qu'on s'adapte pour le travail, pour le sport, etc. Mais quand on est de la famille et qu'on voit une personne qui est en pleine crise d'épilepsie, comment est-ce qu'on peut faire pour réagir? Alors j'entends tout et n'importe quoi, comme quoi il faut retirer la langue pour pas qu'elle l'avale, mais attention, tu vas te faire couper les doigts, etc. Je sais pas, donc dis-nous Oui, tout, Toté. C'est une très bonne question. Alors, pour essayer de clarifier un peu, donc, quand une personne fait une crise d'épilepsie, en fait, il n'y a rien de particulier à faire pour la personne. Il faut éviter qu'elle se blesse en se tapant en fait la tête contre le sol ou les membres contre des objets qui seraient autour d'elle. Donc on débarrasse l'espace autour de la personne. On pousse tout. On pousse tout. On ne met surtout rien dans la bouche. En fait, ça n'existe pas d'avaler sa langue. Bah, c'est C'est une invention qui se comprend parce que quand le patient fait la crise généralisée, il peut mordre sa langue. Mais la langue, ça guérit très bien, ça cicatrise très bien et on ne coupe jamais sa langue. Mais en voyant le sang, les gens pensent que la personne a coupé sa langue et lorsque la personne a terminé les convulsions, très souvent, il y a une phase qu'on appelle post-critique, durant laquelle il y a une respiration très forte avec de la salive qui donne l'impression que la personne s'étouffe. Donc en pratique, il faut encore une fois débarrasser l'espace autour de la personne lorsqu'elle convulse. Il ne faut pas empêcher la personne de convulser parce que c'est des contractions très intenses. Donc on ne tient pas alors. On ne tient pas la personne, elle peut se luxer un épaule si vous bloquez les bras. On ne met rien dans la bouche, on met la personne en position latérale de sécurité une fois que les convulsions sont terminées. Ça se voit très bien, hein, la personne se calme, elle arrête de bouger, elle va être au contraire toute molle et à ce moment-là, on met la personne sur le côté pour que, au cas où il y a de la salive ou éventuellement d'autres sécrétions, ça ne rentre pas dans les voies aériennes. Et ensuite, on appelle les secours et on reste aux côtés de la personne pour s'assurer. Cacher les yeux, par exemple, j'ai entendu dire ça. Cacher les yeux, ça sert à rien. Ici, on pratique beaucoup le massage. Ça a, à mon avis,
plus de vertu pour rassurer l'entourage que pour la personne. Et par contre, effectivement, appeler les secours pour que la personne puisse être amenée aux urgences. Si vous aussi, vous voulez vous renseigner sur des crises d'épilepsie, si vous êtes vous-même épileptique, n'hésitez pas à aller voir sur le site www.epilepsie-france.com pour pouvoir aller vous renseigner tout simplement. Et il y a aussi la délégation qui a une page Facebook, à savoir Délégation Épilepsie France-Polynésie. Tout simplement. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui. Prenez soin de vous. On se retrouve dès demain pour une nouvelle émission. En attendant, passez une bonne soirée. 18h, c'est votre VATT. Maruru Totato Farerera, Trahoma Yarana.